Pour vaincre le terrorisme, il faut s'assurer que les organisations terroristes ne bénéficient d'aucun refuge sur aucun continent, estime Rex Tillerson dans un communiqué. Dans cette optique, sous réserve de l'issue des consultations avec le Congrès, les États-Unis s'engagent aujourd'hui à soutenir pour un montant pouvant atteindre 60 millions de dollars les efforts antiterroristes de la force conjointe du G5 Sahel, ajoute-t-il. Selon lui, ces fonds vont renforcer nos partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face au groupe djihadiste État islamique et aux autres réseaux terroristes. C'est un combat que nous devons gagner et cet argent va jouer un rôle clé pour y parvenir, insiste le chef de la diplomatie américaine. Le département d'État n'a pas précisé dans l'immédiat s'il s'agit d'une aide bilatérale aux pays concernés ou s'il s'agit d'un soutien financier par le biais des Nations Unies. Paris souhaitait obtenir l'aide logistique et financière de l'ONU, ce à quoi les Américains, premiers contributeurs de l'organisation, s'opposait jusqu'ici. Dans son communiqué, Rex Tillerson salue les efforts de la France engagée militairement dans cette région d'Afrique très instable avec l'opération Barkhane et à la manœuvre pour renforcer le G5 Sahel. La France dirige ce lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de consolider l'aide à ce G5 Sahel, une force conjointe formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie. Les États-Unis seront représentés par leur ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley. Il faut faire des investissements, mais il faut avoir une stratégie politique pour l'Afrique. Il faut regarder à ces pays avec les lunettes africaines, pas avec les lunettes européennes. Et je le dis, la croissance de l'Afrique ne sera pas liée aux investissements, aux affaires chinoises. C'est autre chose. Les Chinois sont ici pour faire du business. Nous sommes ici pour faire des accords politiques, parce que la stabilité et la croissance de l'Afrique, c'est aussi la stabilité et la croissance de l'Europe. L'Europe doit choisir la voie d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est-à-dire faire des investissements, je pense à 40 milliards d'euros, au moins avec un effet levier de 400 milliards d'euros pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a 2 milliers et dans l'avenir des millions de personnes qui pourraient quitter leur pays et venir chez vous et après chez nous. Il faut renforcer les contrôles, soit du côté tunisien, soit du côté européen, pour empêcher que ces terroristes essayent de continuer leur travail. Donc un contrôle très fort au port tunisien quand ils partent, et un contrôle très dur au port européen quand ils arrivent. C'est la seule façon de nous battre ensemble. L'audition des députés indépendantistes a finalement été ajournée au 9 novembre à la demande de leurs avocats. Le motif du report n'a pas été précisé. Plusieurs dirigeants sécessionnistes catalans étaient en effet jeudi face à la justice pour être entendus. Ils pourraient être inculpés pour rébellion. Leur procès se déroule en l'absence de leur chef de file, exilé depuis quelques jours à Bruxelles, d'où ils dénoncent un procès politique. Outre Carl Puigdemont, 5 des 14 membres du gouvernement destitué cités à comparaître manquaient à l'appel. Le procureur général de l'État a demandé qu'ils soient tous inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion, les deux derniers délits étant passibles de peine maximale de 15 et 30 années de réclusion. Il les accuse d'avoir encouragé un mouvement d'insurrection active au sein de la population catalane pour parvenir à la sécession en ignorant toutes les décisions de la justice, notamment l'interdiction d'organiser un référendum d'autodétermination le 1er octobre dernier. Un scrutin que les autorités catalanes affirment avoir remporté avec 90,18% des voix. Auteur présumé de l'attentat de New York ce mardi, Seyfullo Saipov, blessé lors de son arrestation et hospitalisé depuis, a déclaré aux enquêteurs être satisfait de son acte. Il a même demandé que soit déployé dans sa chambre d'hôpital le drapeau noir du groupe djihadiste État islamique. Suite à cette déclaration, le président américain Donald Trump a écrit sur son compte Twitter qu'il devait être condamné à mort.
Le président américain Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité d'envoyer Seyfullo Saipov à Guantanamo, la base américaine à Cuba qui sert de centre de détention controversé aux individus accusés d'avoir participé à des entreprises djihadistes. Je l'étudierai absolument. L'envoyer à Guantanamo, c'est quelque chose que j'étudierai, bien sûr. I would certainly consider that, yes. All of America is praying and grieving for the families. L'Amérique entière prie et pleure pour les familles qui ont perdu leurs êtres chers. C'est un acte horrible. Nos cœurs se brisent pour eux et nous nous engageons à renouveler notre détermination en leur mémoire. Mon administration est en lien étroit avec la police locale et la police fédérale pour enquêter sur cette attaque et sur l'animal qui l'a perpétrée. This animal who did the attacking. Inculpé pour terrorisme, Seyfullo Saipov est déjà cité pour 2 chefs d'inculpation fédérale, violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère, ce qui l'expose à la prison à perpétuité. Suite à la victoire écrasante de son parti, le Parti libéral-démocrate, lors des récentes élections législatives anticipées, le Parlement japonais a réélu mercredi Shinzo Abe, Premier ministre. Alors qu'on attendait l'annonce d'un nouveau gouvernement, l'autorité a purement reconduit la totalité de ses ministres. Pendant une brève campagne de 12 jours, il avait souligné la nécessité d'un gouvernement fort face à ce qu'il a appelé la double crise du Japon. Le Premier ministre faisant de ses priorités une Corée du Nord imprévisible et belliqueuse, ainsi que la chute de la nationalité. Nous allons recevoir le président américain Donald Trump la semaine prochaine et tout en renforçant notre relation de confiance et notre amitié, je compte discuter en détail et en prenant le temps nécessaire des questions internationales, à commencer bien sûr par la situation tendue avec la Corée du Nord. Dans le but de changer la politique de la Corée du Nord, je tiens à développer une diplomatie ferme, main dans la main avec la société internationale. Malgré sa large victoire aux législatives, il ne jouit pas d'une cote de popularité élevée et la plupart des analystes attribuent sa victoire à la faiblesse de l'opposition. Le Parti de l'Espoir a obtenu seulement 50 sièges et les démocrates constitutionnels 55. La coalition conservatrice de Abe a remporté 313 sièges, gardant ainsi sa précieuse majorité des 2 tiers nécessaires pour engager tout changement dans la Constitution. Lors d'un déplacement à la Tour Eiffel sur le thème de la sécurité en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le Premier ministre français Édouard Philippe a déclaré qu'il faut impérativement que l'ensemble de ses concitoyens comprennent que la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre, mais plutôt l'affaire de tous. La sécurité, ça n'est pas seulement l'affaire des forces de l'ordre. Ça n'est pas seulement l'affaire de la police et de la gendarmerie, ça n'est pas seulement l'affaire des militaires, c'est l'affaire de tous. Si nous voulons faire en sorte d'apporter une réponse calme, mais efficace à cette menace permanente, il faut bien entendu la mobilisation des forces de l'ordre, il faut bien entendu des moyens juridiques, mais il faut une vigilance de l'ensemble de la société. Début septembre, un laboratoire clandestin d'explosifs avait été découvert à Villejuif grâce au signalement de 2 artisans qui travaillaient dans l'immeuble. On a constaté avec le ministre de l'Intérieur qu'un certain nombre d'opérations ou d'attentats ou de projets d'attentats qui ont été déjoués l'ont été parce que un certain nombre de nos concitoyens avaient fait preuve d'une très grande vigilance qui a permis aux forces de l'ordre de réagir dans des conditions de très grande rapidité et de très grande efficacité. La loi antiterroriste qui entre en vigueur ce mercredi à minuit pérennise plusieurs mesures du régime exceptionnel de l'état d'urgence instauré au soir des attentats djihadistes du 13. Membres du bureau du Parlement catalan, dont sa présidente Carme Forcadell, se sont présentés jeudi à la Cour suprême à Madrid. Ce sur convocation du juge d'instruction dans le cadre de la procédure judiciaire engagée
après la déclaration d'indépendance du 27 octobre. Mais l'audience a été ajournée sur demande des avocats de la défense. Le motif de ce report n'a pas été précisé, mais les avocats s'étaient étonnés de la brièveté du délai de la convocation devant cette juridiction compétente pour les députés. Les défenseurs des 5 députés ont présenté une demande de suspension. Et ce qui a été expliqué en substance, c'était que nous n'étions pas en capacité d'assurer la défense. Dans la mesure où la plainte ne nous a été transmise qu'hier à 10h15 et nous avons manqué de temps pour préparer sérieusement la défense. Les audiences se sont en revanche poursuivies au pas de charge à l'audience nationale, haute cour spécialisée dans les affaires sensibles, devant laquelle 14 membres du gouvernement catalan destitués, dont son président Carles Puigdemont, étaient convoqués. 5 a manqué à l'appel, dont Puigdemont, qui est en Belgique depuis lundi. Le procureur général de l'État demande que tous soient inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion, les 2 derniers délits étant passibles de peine maximale de 15 et 30 ans de prison. Depuis Bruxelles, Carles Puigdemont a dénoncé un procès politique pour expliquer pourquoi il ne répondrait pas à la convocation du juge d'instruction. Aung San Suu Kyi, très critiquée à l'étranger pour son peu d'empathie envers les Rohingyas, est enfin descendue sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. La guerre a fait plus de 600 000 réfugiés qui ont trouvé abri au Bangladesh en 2 mois. À l'issue de cette visite surprise, la prix Nobel de la paix, arrivée au pouvoir en Birmanie en avril 2016, n'a fait aucune déclaration. Elle doit composer avec une armée qui reste très puissante, ainsi qu'une opinion publique largement xénophobe et anti-musulmane. Jeudi, elle était dans des villages dévastés de la région de Mondao et de Buthidaung et a rencontré plusieurs communautés de la région. Aux côtés de la dirigeante birmane pour son déplacement, plusieurs ministres, mais aussi des hommes d'affaires très influents dans le pays. Le développement économique est pour Aung San Suu Kyi la clé à long terme pour cette région, l'une des plus misérables du pays, avec un taux de pauvreté qui atteint 78%, soit plus du double de la moyenne nationale. Les Rohingyas représentent la plus grande population apatride au monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982 sous la junte militaire. Les autorités birmanes rejettent jusqu'ici les accusations d'épuration ethnique et assurent ne vouloir qu'éradiquer la rébellion musulmane, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. Autre problème, les organisations humanitaires font face à une urgence humanitaire. Dans cette partie de l'État Rakhine, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Du coup, l'exode ne semble pas avoir de fin. Quelques 3000 musulmans Rohingyas sont arrivés jeudi à la frontière du Bangladesh après des jours de marche, souvent sans nourriture et sans eau. Ils sont maintenant près d'1 million de réfugiés dans les camps à la frontière. Et la surpopulation et l'insalubrité des camps au Bangladesh constituent un terreau fertile pour l'apparition de maladies.